allons faire une élection propre et saine. Choisir un homme capable de sortir le pays de l'impasse. Pouvoir. Au peuple. Nous devons retracer la vérité. Le peuple doit exercer la pression pour retracer la vérité sous pression. Amenez-nous aux élections. Si on ne nous amène pas aux élections, la population va réagir. Et ça sera des actions fâcheuses. Pour que demain ou après-demain, nos enfants ou nos petits-enfants parlent de la révolution congolaise. Prononcer le mot élection ne suffit pas à effacer les blessures du passé. Depuis 1998, 4 millions de personnes sont mortes au Congo, soit un 11 septembre tous les jours, pendant presque 4 ans. Face à cette situation, la crise humanitaire la plus meurtrière au monde, l'ONU a dépêché sur place près de 17 000 casques bleus. La MONUC est la mission la plus importante de l'histoire de l'ONU et coûte chaque année $1 milliard. Le pays était vraiment détruit par 4 à 5 années de guerre, au moins 15 ans d'instabilité chronique et 44 années de malgestion. Bon, pour toutes ces raisons, il reste une capacité très limitée maintenant. Pour avoir une bonne transition, on a besoin de la communauté internationale. Joseph Kabila a été nommé président du Congo en 2001 lorsque son père, Laurent-Désiré Kabila, est mort. À la tête du gouvernement de transition, le jeune chef de l'État partage son pouvoir avec 4 vice-présidents, selon la formule dénommée 4 + 1. Le Congo, notre pays, s'est divisé. Par la mauvaise politique des dirigeants politiques qui sont passés tour à tour, le Congo est entré en guerre. La guerre. Parmi ces 5 hommes, on compte des chefs rebelles et des dirigeants militaires. Avant de se rassembler au pouvoir, ils ont tous été impliqués dans la guerre qui a déchiré le Congo pendant 6 ans. Notre objectif de la création de ce mouvement était de pouvoir, à l'époque, combattre le régime de Laurent-Désiré Kabila. Nous avions une armée très forte. Nous avons conquis jusqu'à plus de la moitié du pays. Comment contester le pouvoir Kabila? J'ai pensé que peut-être qu'il comprendra le langage des armes. La guerre, il y en a ou il n'y en a pas? Il y en a. L'économie est par terre ou il n'est pas par terre? Elle est par terre. Enfin, on avait une sorte de fantôme de pays et qu'il n'était pas facile de mettre ensemble les morceaux. En ce qui concerne l'histoire du pays depuis 44 ans, je crois bien que la situation, nous pouvons qualifier cette période d'une catastrophe. C'est comme ça. Les élections doivent se tenir. Ils ont commencé la transition et ils doivent terminer la transition avec la tenue des élections. Dans les délais impartis, s'il n'y en a pas, on parlera de la révolution congolaise. C'est nous les Congolais. Nous allons décider. Parce que nous sommes les derniers arbitres. Nous sommes un peuple souverain. Ça ne sera plus l'affaire d'un parti politique, ça sera l'affaire du mouvement populaire. 40 years down the road, we've never organized election. And with the Independent Electoral Commission, the support from the South African Independent Electoral Commission, we believe that this will go a long way. Not only Pour enfin pacifier le pays, l'Afrique du Sud, avec le soutien de l'ONU, a partagé la présidence entre les 5 anciens ennemis. Moi, je me pose la question, ce gouvernement avec un président et 4 vice-présidents, mais qu'est-ce qui a motivé cette structure-là? Mais la seule chose qui a motivé cette structure, c'était comment mettre tous ces gens à la table. Chacun veut avoir le pouvoir. Allez, 4 vice-présidents. C'était pour atténuer les appétits du pouvoir.
and we should rather En attendant les concentrate élections, on the future. les Congolais doivent faire confiance à ces hommes. Ceux qui ont déchiré le pays doivent désormais le mener vers la démocratie. Le chemin vers cette démocratie commence en 1990. À cette époque, le Congo s'appelait encore le Zaïre. À sa tête, le président maréchal Mobutu vivait dans un luxe que plus rien n'égalait. Mais alors qu'il sentait vaciller son pouvoir, le président décida d'offrir la parole au peuple afin, disait-il, de dresser un bilan de l'état du pays. Pour la première fois depuis l'accession au pouvoir de Mobutu, le peuple allait pouvoir s'exprimer. Pour la première fois depuis l'indépendance, un espoir était né. Celui que la conférence nationale pourrait mettre fin à la dictature. On espérait de la conférence nationale un changement. On espérait de la conférence nationale une ouverture à une certaine démocratie. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que la dictature. Hein. La dictature, ça veut dire, vous faites des marches sur la route, ils viennent avec des armes, ils tirent, et les gens tombent, ils meurent. Vous n'avez rien à dire. Mais alors, pouvoir dire, on va nous donner la parole, chacun pourra dire ce qu'il pense, tout le monde espérait. Ce n'est pas une première en Afrique. Il y a déjà eu des conférences nationales au Bénin, au Congo-Brazzaville. Et la population du Zaïre de l'époque aspire, elle aussi, à une sorte de grand déballage, de remise à plat de toutes les erreurs du régime, de tous les problèmes, qui devraient déboucher vers la démocratisation. C'était à cause de la perestroïka qui a donné le mouvement des libertés fondamentales et tous les systèmes qui ne s'accommodaient pas des libertés fondamentales parce qu'elles étaient autocratiques ou dictatoriales, et nous en avions un, devaient trouver le moyen de s'organiser pour entrer dans la mentalité démocratique du monde. C'est ainsi qu'on avait mis à la tête de la conférence nationale un évêque. Pourquoi est-ce qu'on a mis un évêque? Parce qu'on savait bien que lui n'allait pas s'accrocher au pouvoir. Nous, on savait que lui, même si on lui demandait, mais s'il te plaît, 2 ans ou 3, mais ça serait juste pour mettre les trains sur les rails et qu'il allait partir et que pour une fois, on allait avoir des gens que nous, on aurait élus. Pour une fois, nous allions avoir des gens à qui nous pouvions dire des choses. Parce que nous estimons que si on a au pouvoir des gens que nous, nous avons élus, ces gens nous sont redevables. Et en cas de difficulté, on peut leur demander des comptes. Mais lorsque vous avez des gens dont le pouvoir vient de l'extérieur, mais ces gens, ils vont parler comme Mobutu. Hein. Mobutu nous a dit « Je ne dois rien au peuple congolais ». Il disait Zaïrois, « Je ne dois rien au peuple zaïrois. Le peuple zaïrois me doit tout ». Donc, nous, on attendait beaucoup de la conférence nationale. La majorité qui ont assisté à cette conférence, qui comprenait à peu près 2400 personnes, la majorité était composée de gens du MPR, donc les combattants de Mobutu. Malgré ça, j'ai été élu à cette conférence Premier ministre du gouvernement de transition. Mais M. Mobutu, ne voulant pas entendre parler de ça, parce que sa lettre, mon gouvernement était un gouvernement qui allait avoir ou partager avec lui les compétences. Mobutu ne l'entendait pas de cette manière-là, il voulait être seul maître à bord. Il a tout fait pour torpiller l'aboutissement heureux de cette conférence. Donc, vous ne voulez plus de M. Tshisekedi comme candidat formateur de ce gouvernement de salut public? Vous l'avez dans mon message. Je demande qu'on propose un autre nom. Si ce candidat est de nouveau M. Tshisekedi, l'accepterez-vous? Non. En fait, tout le monde savait que si elle aboutissait à un résultat qui n'était pas celui que Mobutu escomptait, il n'hésiterait certainement pas à recourir à la violence de son armée, de sa garde présidentielle. Et donc, c'est ainsi que Monseigneur Monsengo, les acteurs politiques, ont préféré couper court et qu'au fond, la conférence nationale s'est terminée en queue de poisson. Malheureusement, des intérêts partisans ont empêché l'application de tout cela et on a fait un gâchis inutile en acceptant par après l'inacceptable, c'est-à-dire des choses qui allaient exactement à l'encontre de toute l'orientation prise par le pays dans sa conférence nationale. On a trahi le peuple, en fait. Et là, aussi bien la conférence nationale, aussi bien tout le peuple qui dit « nous, on n'est pas d'accord avec vous », et puis la maladie qui vient tout couronner, et Mobutu va tomber. Hein. Il va tomber. Après l'échec de la conférence nationale, le pays s'enlise encore plus dans la corruption et les pillages. Tout espoir de changement semble enterré.
Mais rien ne prépare le Zaïre à l'histoire qu'il est sur le point de vivre. À la frontière est du Zaïre se trouve un petit État, le Rwanda. Le drame qui s'y prépare va déclencher une vague de bouleversements dans le pays voisin. Tout commence le 6 avril de cette année 1994, lorsque l'avion du président Habyarimana est abattu par un missile. Cet attentat coûte la vie au président rwandais Hutu et déclenche le plus gros génocide de la fin du XXe siècle. Partout dans le pays, les radicaux Hutus massacrent leurs voisins Tutsis et Hutus modérés. En 3 mois, 800 000 personnes sont exterminées. Ce génocide coûte la vie à plus d'un Rwandais sur 10. Depuis quelques mois, dans l'Ouganda voisin, un groupe de Tutsis exilés avait pris les armes. Le FPR, Front patriotique rwandais du général Paul Kagame, était entré au Rwanda et progressait vers la capitale pour reprendre le pouvoir aux Hutus. À mesure que les Tutsis du FPR avancent dans le pays, les Hutus rwandais s'enfuient vers le Zaïre par crainte des représailles. En quelques semaines, 1 200 000 Rwandais déferlent dans la province zaïroise du Kivu et s'entassent dans des camps à quelques mètres de la frontière. Ils sont entrés au Zaïre de l'époque avec tout ce qu'ils avaient, le véhicule, les animaux et d'autres biens. Les militaires étaient armés, mais lorsqu'ils arrivaient au niveau de la barrière, on les désarmait. Mais tellement qu'ils étaient nombreux, on n'arrivait pas à désarmer tout le monde. Chassés du pouvoir au Rwanda, les anciens génocidaires, armés, se dissimulent parmi les réfugiés civils. Leur pays n'est pas loin, il suffit de traverser la rivière qui marque la frontière. Très vite, ils reprennent les entraînements. Ils s'organisaient et ils avaient cette intention de rentrer un jour, même par la force, chez eux. Face à cette menace qui grandit à ses frontières, le général Paul Kagame, désormais vice-président du Rwanda, tente d'abord d'alerter la communauté internationale. We believe they can decisively be disarmed and relocated to places where they do not pose an immediate security problem to Rwanda. We appeal to the international community within the framework of the United Nations. Mais celle-ci reste sourde à ces alarmes. Alors Paul Kagame choisit la force. Toujours soutenu par l'Ouganda et son président, il décide d'attaquer l'immense voisin zaïrois pour se débarrasser des camps de réfugiés. Mais il lui manque un motif suffisant pour lancer l'agression. Or, dans l'est du Zaïre se trouve un ancien maquisard, Laurent Désiré Kabila. Opposant de longue date à Mobutu, il rêve de renverser le vieux dictateur. Le président ougandais Yoweri Museveni connaît Laurent Désiré Kabila. Il le présente à son ami Paul Kagame et lui fournit ainsi le prétexte qu'il cherchait. L'invasion du Zaïre sera une révolte zaïroise, celle de Kabila contre Mobutu. Je viendrai en Belgique pour défendre notre position devant le peuple. Ça, c'est le scoop. Quand? À quelle date? Ben, il faut qu'on me facilite les choses. Je vais discuter avec mes amis. Au passage, le Rwanda et l'Ouganda pourront attaquer les camps de réfugiés. Commence alors le recrutement d'une armée bien particulière. C'était en 1995. Pendant les vacances, on organisait l'équipe de football, les associations, pour jouer dans les quartiers.
Alors, il y a un type, un mec, il était venu nous intéresser, il dit que non, lui, il veut qu'il soit notre président de l'équipe. Il nous a dit demain, je vais venir vous prendre. Vous êtes au nombre de combien? Nous étions au nombre de 13 personnes, 13 enfants. Oui. Moi, j'avais 13 ans. Le lendemain, il était venu avec les Dayatu, il nous a embarqués, nous tous, dedans. Et on a traversé bonnement jusqu'au Rwanda. On a vu les militaires commencer à nous entourer, nous dit que non, nous avons besoin de vous. Et puis, on a commencé les formations militaires. Il y a mon ami qui a tombé mort là-bas. Il était parmi les petits qu'on a quittés ensemble ici. On lui a enterré seulement dans les couvertures, sans même les cercueils. Je me demande, mon Dieu, moi aussi, si je meurs à cette terre, comment ma famille va être informée que je viens de mourir comme ça? Kabila n'avait pas d'armée. Ces Kadogo-là, c'est une armée. Ce n'est pas une armée. L'armée était rwandaise. Ces enfants soldats qu'on a mis dans l'armée, malgré eux. Mais l'une des premières choses qu'on leur fait, c'est quoi? Apprendre à tuer, apprendre à faire du mal sans broncher. Et ça commence par la drogue. Hein? Essaye. Oh, mais c'est dur. Allez, prends ça. Allez, paf, il arrive à faire ce qu'il ne faisait pas. Et tout le monde l'applaudit. On forme des gens qui deviennent des robots à tuer. En swahili, la langue parlée à l'est du Zaïre, Kadogo veut dire « tout petit ». Ces enfants soldats sont enrôlés par milliers pour former l'armée de Laurent-Désiré Kabila. Le Rwanda et l'Ouganda enrichissent les troupes avec leurs propres soldats et quelques Zaïrois fatigués du règne de Mobutu viennent eux aussi grossir